Bien, bien, bah écoutez, mesdames, messieurs, merci pour votre présence. Donc, comme il se fait à l'habitude, toutes ces rencontres, c'est 19e rencontre BFC Bourgogne-Franche-Comté Nature. Évidemment, il y a des mots d'ouverture, parce que c'est vrai que des rencontres, on ne les fait pas tout seul, on fait avec de nombreux partenaires. Et on est accueilli par le Parc naturel régional du Morvan. Donc là, je vais laisser la parole à Monsieur Christian Guyot, qui représente premier vice-président du parc et qui est toujours fidèle à nos rencontres. Christian. Oui, oui, toujours fidèle, c'est vrai. Alors on a la parole, mais on essaiera de ne pas la garder trop longtemps pour vous permettre de travailler et de travailler plus vite. Alors, Madame la chef de service biodiversité au patrimoine et qui est directrice adjointe de l'Adréal, Monsieur le conseiller régional, Serge Stéphane, Monsieur le président de BFC Nature, cher Michel, Monsieur le professeur de sciences qui est à mes côtés, Stéphane Follin, que j'ai le plaisir d'accueillir, Mesdames, Messieurs, chers amis, comme le disait Daniel, et comme chaque année au parc, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ces 19e rencontres Bourgogne-Franche-Comté Nature, qui sont devenues au fil des ans, comme vous pouvez le constater, le rendez-vous régional pour tous les acteurs de la biodiversité, puisque vous venez quasiment des 4 coins de la région de Bourgogne-Franche-Comté et même au-delà. J'excuse par la même occasion l'absence du président qui est retenu par d'autres activités qui malheureusement ne peut pas être là, mais qui me charge de vous dire combien il est soucieux de ces rencontres et combien il est attentif à vos travaux. Alors, ce que je voudrais simplement vous dire, c'est que c'est vrai, nous vivons tous dans un monde qui est bouleversé. La pandémie, les guerres, le dérèglement climatique avec sa sécheresse estivale en particulier, la chute de la biodiversité constatée à tous les niveaux. Et il est vrai qu'on se réunit, vous vous réunissez dans un contexte peu réjouissant. Mais j'oserais dire que quelle satisfaction de pouvoir nous retrouver. Je tiens à remercier tous nos partenaires organisateurs de ces rencontres, ainsi que tous les conférenciers, tous les exposants et autres. Alors pour cette 19e édition, nous aurons le plaisir cette année d'accueillir M. Lionel Rangeard, qui est directeur de recherche dans le laboratoire d'agroécologie de l'UNRAE à Dijon, et qui sera notre grand témoin. Monsieur Follin, professeur de sciences du sol de l'Institut Agro à Dijon, qui est co-organisateur des rencontres. Et puis, bien sûr, bien d'autres personnalités engagées qui nous ont fait le plaisir de répondre présents pour exposer, pour discuter autour de cette thématique socle de la vie des sols vivants en Bourgogne-Franche-Comté. Les 19e rencontres Bourgogne-Franche-Comté Nature, comme le veut la tradition, sont 2 journées de conférences, d'ateliers, de stands, d'expositions, afin que vous puissiez échanger sur un sujet ô combien d'actualité. L'organisation et la complexité de la biodiversité et des écosystèmes qui sont menacés. Quelques chiffres, si vous le voulez bien. Vous êtes près de 160 personnes inscrites sur les 2 jours. 28 structures représentées, 17 conférences, 18 intervenants, 2 posters scientifiques, 3 expositions, 8 stands, des experts, des spécialistes, des universitaires, des acteurs de la biodiversité, mais aussi des curieux, voire, oserait-on dire, des inquiets,
de nature, de tous horizons, du monde naturaliste, du monde de la recherche, du monde socio-professionnel, de l'administration et puis bien sûr des bénévoles. Notons que ces 19e rencontres sont le 6e sous le titre « Rencontre Bourgogne-Franche-Comté Nature ». Franche-Comté, puisque nous étions tout simplement avant Bourgogne Nature. Sous l'égide de l'association éponyme Bourgogne-Franche-Comté Nature, donc, dont notre président, ou le président qui prendra la parole tout à l'heure, parlera sans doute, bien sûr, après moi. Comme vous le savez, les relations de l'homme et de la nature sont au cœur de l'action des parcs naturels régionaux depuis leur création en 1967, c'est-à-dire qu'il y a maintenant plus de 52 ans. Le parc naturel régional de Morvan, lui, a été créé en 1970. Nous sommes les relais des politiques publiques, mais les parcs sont souvent des précurseurs. On a l'habitude de dire, et je le répète, je l'ai d'ailleurs, je crois, dit ici, je crois que les parcs, on peut dire, faisaient du développement durable avant que cette notion apparaisse il y a 30 ans, mais qui est arrivée sur le devant de la scène à la suite du sommet de la Terre à Rio. Comme tous les autres parcs naturels régionaux, nous sommes des territoires d'expérience et nous avons essayé de développer ce concept par l'intermédiaire et sous le couvert de nos chartes comme fil conducteur. Le parc naturel régional du Morvan est reconnu comme terre d'excellence avec la signature le 27 mai 2021 du décret de reclassement par le Premier ministre, ce qui ouvre la voie à la mise en œuvre d'un projet de territoire pour la période 2020-2035, soit 50 ans après le premier décret de 1970, qui attribuait ce label au parc naturel régional. Nous faisons ainsi partie des 58 parcs naturels régionaux de France. Cette fédération nationale est nécessaire pour échanger et partager les multiples expériences afin que nous puissions nous nourrir chacun et que nous avancions ensemble vers des espaces mieux préservés notamment. Cette dynamique de réseau inspirée par les parcs est aussi celle que l'on a souhaité en étant une des pierres fondatrices de Bourgogne-Franche-Comté Nature. Ce réseau qui compte aujourd'hui 26 membres et qui a la volonté de travailler ensemble pour mieux transmettre les connaissances sur la nature et la biodiversité afin de la préserver. C'est une tâche bien compliquée que le parc naturel régional du Morvan souhaite, Monsieur le Président, poursuivre activement. Alors, mes chers amis, profitez de ces journées, non seulement, bien sûr, pour réfléchir et faire avancer votre cause, mais aussi pour visiter la maison du parc, la vitrine du Morvan, lors de ces 2 jours de rencontre. Enfin, je tenais à remercier tout particulièrement l'équipe de Bourgogne-Franche-Comté Nature, notamment Alice, Astrid, Colline et bien sûr notre ami Daniel, que tout le monde connaît, notre conseiller scientifique qui est, on peut le dire, à l'origine de cette aventure de Bourgogne-Franche-Comté Nature, depuis maintenant 20 ans. L'équipe est hébergée dans nos locaux et elle s'est dévouée sans compter pour l'organisation de ces belles rencontres afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Un grand merci à tous. Monsieur le Président.
Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, pour ouvrir ces 19e, c'est vrai qu'on les a annulés une année, ça devrait être les 20e. Non, ce sera l'année prochaine. On a une année de gagné comme ça. Bon, on va voir ce qui se passera dans cette année. Bon, pour ouvrir ces 19e rencontres BFC Nature, je suis particulièrement heureux et honoré d'être à la tribune, entouré, et puis c'est vraiment le cas, hein, deux de chaque côté, du premier vice-président du PNR du Morvan, Christian Guyot, de Stéphane Follin, professeur de l'Université de sciences du sol à l'Institut Agro-Dijon, du conseiller régional et président de l'ARB, Stéphane Wonarowski, et de la directrice du service biodiversité de l'Adréal, Marie-Pierre Collin-Huette. Marie-Pierre, ta présence ici, en ces lieux, me ravit. J'espère qu'elle se renouvellera encore très très longtemps. Bon, elle sait, et beaucoup savent de quoi je parle. Je suis particulièrement heureux d'être devant vous, aussi nombreux. Alors moi j'avais 150 inscrits, Christian dit 160, je prends 160. Je prends 160. Représentant 29 structures. Ah, j'en ai une de plus. Ça doit être la classe de terminale du lycée agro Olivier de Serres de Quetigny. Donc aussi nombreux dans cet amphithéâtre de la Maison du Parc de Saint-Brisson pour ces rencontres consacrées au sol vivant en Bourgogne-Franche-Comté. Avant toute chose, je tiens à remercier la dizaine de bénévoles et les agents salariés de l'association pour le travail accompli en amont de ces rencontres. Alors, Christian les a cités, je les remercie très chaleureusement, hein, tous, bénévoles et salariés. Donc, travail accompli en amont des rencontres, celui consacré à leur bon déroulement et pour celui à venir, à savoir le recueil de l'ensemble des interventions. Ce n'est pas toujours simple. Leur mise en ligne et leur publication dans un numéro spécial de la revue scientifique qui leur sera consacré et qui paraîtra en 2024. Monsieur le Président Guyot vient de nous rappeler le rôle essentiel du PNR dans le fonctionnement de l'association Bourgogne-Franche-Comté Nature par la mise à disposition de locaux, y compris pour ces rencontres. On a ici un environnement exceptionnel. De moyens en fonctionnement tous les jours, moyens en fonctionnement pour l'équipe en particulier, et puis de Daniel, notre directeur. Je tiens à remercier très chaleureusement le PNR du Morvan et Christian pour cet appui déterminant qui se poursuivra comme vous l'avez annoncé. La transmission des savoirs et des connaissances est une tâche essentielle lorsqu'on veut protéger la nature. Cette mission, nous la conduisons grâce au soutien indéfectible du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et de l'État par le service de l'Adréal. Soutien financier, certes, mais aussi écoute et large confiance. Je remercie très sincèrement Marie-Pierre et Stéphane, sans oublier d'associer leur équipe. J'en profite pour remercier également les conseils départementaux de la Nièvre, de la Côte d'Or, de Lyon, l'Agence de l'eau Seine-Normandie et l'Office français de la biodiversité pour leur soutien constant. Depuis bientôt 20 ans, Bourgogne-Franche-Comté Nature constitue la marque de notre objectif prioritaire, partager et transmettre pour préserver la biodiversité en Bourgogne-Franche-Comté. Les 26 membres de l'association fédérative, tous acteurs de la préservation de la biodiversité en Bourgogne-Franche-Comté, nos partenaires réguliers, les universités de Bourgogne-Franche-Comté et leurs laboratoires de recherche, l'INRAE et l'enseignement agricole, l'Institut Agro-Dijon, l'OFB, le CCSTI, les rectorats, le réseau des scientifiques, le réseau des bénévoles et enfin les salariés. 4 personnes imaginatives, dynamiques, motivées et travaillant ferme. Voilà ce qui constitue, voilà ces équipes, voilà ces réseaux qui constituent le cœur de notre réacteur. Ce grand réseau fédère des compétences individuelles et collectives,
à un niveau très élevé de spécialisation sur tous les champs de la connaissance et de la protection de la nature. Tous les membres de ce grand réseau s'engagent volontairement dans cette communauté de travail, conscients de la qualité des productions et de la bonne ambiance. Tous partagent un souci commun de rigueur et d'objectivité, qui fait que notre travail collectif est reconnu. Enfin, cette connaissance partagée, dans le cadre de nos différentes actions et publications, est le fruit d'un travail en grande partie bénévole. Travail sans lequel nous serions une coquille vide. Au nom de BFC Nature, je vous remercie tous très chaleureusement et très sincèrement. Bon, je vais faire un petit peu de pub là. Depuis nos dernières rencontres, plusieurs publications sont sorties. Alors, vous les avez là. Oh, vous êtes tous abonnés, je suppose, mais enfin, vous avez une occasion rêvée de le faire. Donc, les numéros 35 et 36 de la revue scientifique, Bourgogne-Franche-Comté. Alors, je vous les présente. Hein. Une, c'est un cirfe, je crois. Hein. Et puis l'autre, c'est un castor, la dernière. Donc, voilà ce qui est paru depuis nos dernières rencontres de l'an dernier. La revue Junior, toujours fidèle, hein, diffusée gratuitement dans tous les lycées et les collèges de Bourgogne-Franche-Comté. Elle a été consacrée cette année au monde de la nuit. Alors, vous verrez, il y a pas mal de choses, dont une BD toujours intéressante, hein, qui nous apprend, qui n'est pas que seulement consacrée aux adolescents. Les adultes peuvent en faire très bon usage. Hein, de manière rapide, et ils apprennent plein de choses. Et puis enfin, l'an dernier, on avait eu l'occasion déjà de présenter l'Atlas des odonates de Bourgogne-Franche-Comté. Les questions de nature, plus de 100 experts vous répondent. Mais en fin d'année est paru un nouvel atlas, les écrevisses de Bourgogne-Franche-Comté. Alors c'est un atlas très, très intéressant. On m'a dit que les cartons, il y en avait encore dans les cartons, hein, que vous pouvez l'acheter sans tous, vous pouvez les acquérir. Le papier augmente constamment, mais les prix restent stables. Hein, voilà, c'est une bonne nouvelle, ça au moins. Hein. Donc, ce dernier atlas a été réalisé en collaboration avec l'Office français de la biodiversité, la Société d'histoire naturelle d'Autun, Observatoire de la faune de Bourgogne et le parc naturel régional du Morvan. Et puis, il y a toujours dans les quotidiens bourguignons, en Franche-Comté, on n'a pas cette chance, hein, mais dans les quotidiens bourguignons, les questions de nature, tous les dimanches, qui reviennent et qui nous apprennent. Alors là, je ne vais pas dire abonnez-vous, mais oui, prenez-en connaissance. Hein. Mais j'ai questionné Daniel et puis je pense qu'on aura un nouvel exemplaire des questions de nature pour faire... Tout ça, c'est consultable sur notre site internet, des fois avec un peu de décalage, hein, mais tout ça, c'est consultable. Revenons-en à nos 19e rencontres consacrées au sol vivant de Bourgogne-Franche-Comté. Elles sont organisées par BFC Nature et ne pourraient l'être sans le partenariat avec le parc naturel du Morvan, l'Agence régionale de la biodiversité, l'INRAE de Bourgogne-Franche-Comté et l'Institut Supagro de Dijon, avec les soutiens de l'Adréal et de la région Bourgogne, Bourgogne-Franche-Comté. C'est bon. Toi qui oublies Franche-Comté, Michel. Ouais. Et puis, il y a le parc naturel le Crédit Mutuel qui nous offre toujours un petit calepin. Là, c'est bien pour... j'espère qu'ils le feront encore l'année prochaine. Ça permettra de faire la soudure. Et puis, toujours les panneaux d'exposition. Daniel, rappelle-moi par qui ils sont réalisés. Les panneaux, les affiches. Oui, ceux-là, c'est des panneaux sur la tourbière, la RNR, la réserve naturelle régionale des tourbières du Morvan. Donc, vous avez l'occasion de naviguer un peu dans le Morvan en restant dans l'amphi. Voilà. Bon, c'est une belle réserve naturelle régionale pilotée par le PNR. Parc naturel régional du Morvan, pardon. Très bien. Alors, cette thématique des sols n'a jamais été traitée au cours de nos précédentes rencontres. Elle a été privilégiée car le sol, qui bénéficie des apports de l'eau et du soleil, c'est la terre nourricière. Une terre nourricière pourtant étonnamment maltraitée par les pratiques qui ont pour objet d'en tirer le meilleur parti
mais qui ne reconnaissent pas son caractère vivant. Lionel Rangeard, directeur de recherche en agroécologie à l'INRAE de Dijon et spécialiste en écologie microbienne du sol, sera notre grand témoin 2023. Il introduira ces 19e rencontres et posera les fondamentaux à connaître sur les sols. Merci pour les séances de rattrapage qui seront bienvenues. Au cours de ces 2 jours, Christian l'a signalé, 8 sessions thématiques à savoir: le sol Quesaco, sol vivant, sol et climat, sol et agriculture durable, sol et politique publique, sol et ville, philosophie du sol, droit et mobilisation citoyenne. 18 communicants seront là pour les approfondir et nous les exposer au cours de 17 communications. Cette année, reconnaissant la complexité de cette thématique, le comité d'organisation a souhaité que des ateliers viennent compléter les conférences, si bien que nous avons 2 stands d'ateliers. L'organisation ménage 10 temps pour découvrir également les 2 posters scientifiques, les 4 expositions et les 9 stands. Au terme de ce mot d'accueil, je souhaite tout simplement que ces rencontres contribuent à ce que nos sols redeviennent vivants. Et, citant Goethe, les souffrances du jeune Werther, que bientôt la plus innocente promenade coûte la vie à 1000 pauvres vermisseaux. Je vous remercie et vous souhaite des rencontres excellentes et fructueuses. Bonjour, on m'entend bien? Ouais. Bon, je vais être court. Je n'ai rien à vendre déjà, mais ces ouvrages sont très très bien. Voilà, j'ai eu la chance de les consulter, ils sont très bien. Merci de nous avoir invités, nous, l'Institut Agro Dijon. Alors peut-être quelques mots pour expliquer ce qu'est l'Institut Agro Dijon. C'était avant AgroSup Dijon, c'était avant l'école d'agronomie de Dijon. Voilà. Donc du coup, les noms évoluent, mais en fait la structure, c'est toujours la même. En fait, hein. Et une école d'agronomie, c'est avant tout une école des sciences du vivant. Donc c'est aussi pour ça que nous sommes là aujourd'hui et que nous sommes contents de contribuer à ces rencontres. Alors je vois que j'ai de nombreux collègues ici qui ne sont pas forcément de l'Institut Agro Dijon. Et du coup, ça me permet de faire un petit mot sur l'UMR agroécologie. Au final, c'est notre point commun, en fait, que ce soit moi, qui suis de l'Institut Agro Dijon, que ce soit Catherine ou Lionel qui sont de l'INRAE, mais ça aurait pu être d'autres collègues de l'Université de Bourgogne ou du CNRS. Nous accomplissons nos actes de recherche dans une unité mixte de recherche qui est sur Dijon et qui se nomme l'UMR agroécologie. Voilà. Donc, elle n'est pas citée peut-être dans les documents, mais au final, c'est aussi cette structure qui contribue massivement, en tout cas, à ces rencontres. Voilà. Le sol... Bon, c'est mon objet d'intérêt, donc je ne vais pas vous dire que ce n'est pas intéressant. Voilà, hein. Mais par contre, ce que je crois, c'est que la Bourgogne-Franche-Comté s'empare bien du sujet. C'est un sujet d'actualité farouche, hein, et ce n'est pas toutes les régions qui montent sur tous les sujets. Cette année a eu lieu les journées d'études des sols. Hein, c'est pendant une semaine, à peu près 200 spécialistes des sciences du sol. Ils se sont rencontrés en juin à Dijon. Aujourd'hui, il y a ces rencontres sur les sols à Saint-Brisson. Eh bien, ça veut dire qu'il y a une dynamique, en tout cas, pour produire de la connaissance et préserver cette ressource. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut s'en féliciter. Et je suis très heureux de voir des lycéens de Quetigny. Et je me dis que j'aurais dû venir en covoiturage avec vous. Voilà. Merci et je vous souhaite à toutes et à tous des bonnes journées. Bonjour à toutes et à tous. Donc, les salutations ayant été faites, on va gagner un petit peu de temps. Vous me permettrez simplement, comme l'a fait Michel Carteron à l'instant, de m'associer à lui, chère Marie-Pierre, pour te dire combien je suis très content d'être une nouvelle fois à tes côtés pour l'ouverture de ces journées Bourgogne-Franche-Comté Nature, et j'espère que nous en ferons encore bien d'autres. Je voudrais saluer également les lycéennes et lycéens du lycée Olivier de Serres,
Deux raisons. D'abord parce que jusqu'à très récemment, j'étais moi-même enseignant en biologie écologie dans un lycée agricole. Je ne le suis plus depuis le 31 août, mais ça c'est mon histoire perso. Et deuxièmement parce que j'ai le plaisir de siéger dans le conseil d'administration de votre lycée et d'y représenter la région. Alors, ça a été dit par le vice-président Christian Guyot, c'est l'automne et traditionnellement, en cette saison, la Maison du Parc accueille les rencontres Bourgogne-Franche-Comté Nature, moment fort et je crois même qu'on peut dire incontournable de réflexion et d'échange sur la biodiversité dans notre région. On y parle, vous allez le faire pendant ces 2 jours, on y discute, on y débat. Changement climatique, extinction des espèces, plantes et micro-organismes. L'an dernier, c'était les cours d'eau. Tels ont été les différents thèmes au cours de ces dernières années. Et j'essaye, moi aussi, autant que possible, d'être présent pour l'ouverture et pour ces journées. Cette année, il s'agit des sols. Ça a été dit, vous allez y revenir. Alors dans ce court propos introductif, je voudrais évidemment vous apporter tout d'abord les salutations de la présidente du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guide Dufay, et également de Stéphanie Mode, qui est en charge vice-présidente, qui est en charge de la transition écologique. Dire aussi, comme l'a rappelé Michel, que pour la région, Bourgogne-Franche-Comté Nature est un partenaire important. Et je veux le redire aujourd'hui, de nos actions en faveur de la biodiversité. Daniel évoquait tout à l'heure la réserve naturelle régionale du Morvan. Il y en a 18 autres. C'est un de nos volets d'action. Et nous avons, vous le savez probablement, et j'en suis fier, de nombreuses actions en faveur de la biodiversité. Et BFC Nature est un partenaire important que nous aidons financièrement, mais ça ne se réduit pas à une simple aide financière, en particulier dans ce volet de diffusion, de transmission des connaissances. Et je viens de vous le dire, j'étais enseignant, j'y suis particulièrement sensible. Je voudrais moi aussi, parce que c'est important, remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à l'organisation de ces journées. Bien évidemment, l'équipe de Bourgogne-Franche-Comté Nature, et je salue Daniel, le Parc naturel régional du Morvan. Merci, cher Christian, et merci à Sylvain Mathieu, son président, de nous accueillir. Et puis, bien sûr, ça serait un comble que je l'oublie, l'Agence régionale de la biodiversité, et je salue Luc Terraz, son directeur, qui est ici avec nous. Donc merci à vous toutes et à vous tous qui permettez que ces journées soient une réussite. Alors parlons un peu de biodiversité. Il y a quelques mois, peut-être que vous l'avez entendu, c'était sur France Inter dans l'émission La Tête au carré, et Camille Cronier, une des chroniqueuses, partageait une chronique justement qu'elle avait intitulée « Et la biodiversité, bordel ». Et dans le numéro 34 de l'excellente revue BFC Nature, Patrick Giraudoux et François Dehonte ont signé un édito dont le titre était le suivant : « Stopper l'effondrement de la biodiversité devrait être la priorité numéro 1 ». Et je crois que ces temps d'ouverture des rencontres Bourgogne-Franche-Comté Nature, mais plus globalement, qu'en ces temps où ce scepticisme peut parfois s'installer, il est important de rappeler encore et toujours que la transition écologique, ce n'est pas que le changement climatique et la transition énergétique. Alors, ne vous y méprenez pas, je ne suis pas, mais alors pas du tout, en train de minimiser les causes du changement climatique et de l'effet de serre anthropique. Je n'ai pas viré climato-sceptique pendant l'été. Mais je sais, et je sais parfaitement qu'il y a urgence, puisque les impacts du dérèglement climatique sont de plus en plus perceptibles dans notre quotidien et qu'ils impactent le monde vivant. Les causes et les conséquences de l'effondrement, parce que c'en est un, de la biodiversité sont en revanche moins médiatiques. Et pourtant, les signaux d'alerte sont assez nombreux. 2019, l'IPBES, qu'on appelle le GIEC de la biodiversité, nous disait 1 million d'espèces menacées dans le monde. 2021, Congrès mondial de la nature à Marseille, appel de Marseille, nous avons 10 ans pour agir. 2022, rapport Planète Vivante du WWF qui souligne entre autres que les populations de grands mammifères sont menacées. 2023, plus récemment, le CNRS, étude du CNRS sur 40 ans, 800 millions d'oiseaux qui ont disparu. La liste n'est malheureusement pas exhaustive et lorsque l'on énumère ces faits, ces simples faits, on est accusé de catastrophisme, voire de collapsologie. Et pourtant, le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité sont bien deux aspects, deux conséquences d'une même crise qui sont causées par nous, Homo sapiens. Alors je sais qu'ici,
Nous sommes persuadés, nous savons de quoi il s'agit, mais reste à en persuader le plus grand nombre possible. L'effondrement du vivant doit être une préoccupation majeure au même titre que le changement climatique. Alors, et les sols dans tout ça? Et à l'instar du coup de gueule de Camille Cronier, on aura envie de dire « et la biodiversité des sols, bordel !» Tant il est vrai qu'il est difficile de prendre conscience, ou qu'il est plus difficile, pardon, de prendre conscience, là aussi, que cette biodiversité est vivante et capitale. Alors, je ne suis pas pédologue, mes cours de géologie à la fac sont très 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 loin et je n'ai pas été toujours très assidu, donc je vais laisser aux éminents spécialistes qui sont là intervenir, et je les remercie de leur présence et des futures interventions, le soin de développer ce sujet. Ce que je sais, en tant qu'élu, en tant que citoyen, c'est que le sol a été longtemps considéré comme un support pour les cultures et que, heureusement, aujourd'hui, les sols sont un peu plus et un peu mieux pris en considération. Et d'ailleurs, l'IPBES nous le rappelle, le changement d'état des terres est le premier facteur d'effondrement de la biodiversité au niveau mondial, mais aussi au niveau local. Et les thèmes de ces journées rentrent en résonance avec les actions menées par la région en faveur de l'eau, de la biodiversité et pour lutter contre le changement climatique. La préservation de la biodiversité, la préservation des sols, de leur capacité à retenir l'eau, entre autres, que ce soit en milieu agricole ou forestier, sont des préoccupations qui sont prises en compte dans les programmes régionaux qui portent des noms parfois un peu compliqués et alambiqués, la SRB, Stratégie régionale de la biodiversité, ou le SRADET, j'espère ne pas me louper dans l'acronyme, Schéma régional d'aménagement, de développement durable et écologique des territoires. Je crois que c'est à peu près ça. Même si les acronymes sont compliqués, les thèmes et les objectifs sont importants. Et un des objectifs prioritaires du SRADET est de généraliser les démarches de planification pour tendre vers ce qu'on appelle le ZAN, le fameux zéro artificialisation nette, pour limiter la consommation des sols. Objectif de réduction de 50% de l'artificialisation des sols d'ici 2035 et une artificialisation nette nulle en 2050. Mais cette démarche, croyez-le bien, est tout sauf simple. Je ne vais pas vous redonner ce que c'est que l'artificialisation des sols, vous connaissez. L'objectif de ce ZAN est un objectif à long terme, complexe, je le disais, qui provoque de nombreuses réactions, qui vient percuter, n'ayons pas peur des mots, des réalités de développement de territoire, des réalités économiques. Mais nous devons désormais éviter au maximum de nouvelles consommations de terres agricoles, naturelles ou forestières. Ce n'est pas simple, mais c'est indispensable. Et puis, il faut aussi que, et ça, c'est l'objet des journées de Bourgogne-Franche-Comté, je vais y arriver cette année, il faut aussi que les sols soient vivants, que la biodiversité qu'ils abritent soit préservée, que les interactions entre les êtres vivants qui s'y trouvent soient fonctionnelles. Mais de cela, vous allez parler aujourd'hui. Alors pour conclure, je dirais bien qu'en matière de biodiversité, qu'elle soit la biodiversité des sols ou biodiversité en général, il faut, comme l'écrivait Boileau, 100 fois sur le métier remettre son ouvrage, je le disais, et inlassablement expliquer que cet effondrement de la biodiversité doit être pris en compte et qu'il faut lutter contre cet effondrement de la biodiversité. Parfois, on peut être pris d'un certain découragement en se disant « est-ce que finalement tout ça sert à quelque chose ?» Je suis persuadé, bien évidemment, sinon je ne serais pas là, que tout ça sert à quelque chose. Et j'ai retrouvé récemment une citation de Théodore Monod qui disait oui, le peu que l'on peut faire, le très peu que l'on peut faire, alors il faut le faire. Je suis persuadé que nous le faisons, vous le faites ici, dans les rencontres Bourgogne-Franche-Comté Nature, que nous le faisons au quotidien. Et en tous les cas, bon courage à toutes et tous. Merci pour votre accueil et très bonne journée à tout le monde. Merci. Bonjour. Comme cela a été déjà précisé, je représente ici, vous l'aurez compris, les services de l'État, en l'occurrence l'ADREAL, qui soutient de longue date BFC Nature, et je me joins aux remerciements déjà exprimés par Christian, Michel et Stéphane au sujet de la qualité et de l'importance de ces rencontres annuelles que j'apprécie tant. En réponse aux propos de Michel et de Stéphane à mon sujet, je vous dis tout d'abord
l'immense plaisir que je ressens d'être parmi vous à nouveau cette année. À certains moments de notre vie, nous nous sentons déconnectés de notre corps, de notre environnement. L'expression la plus courante dans cette situation n'est-elle pas « nous n'avons pas les pieds sur terre » ? C'est dans ces moments-là que l'ancrage au sol peut faire la différence. Alors l'ancrage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une pratique de yoga qui consiste à se relier à la terre, à ses sensations physiques et à l'instant présent. Pour ce faire, nous pouvons marcher, par exemple, pieds nus dans l'herbe humide de rosée. Cette pratique est aussi appelée celle de l'enracinement. Cela nous apaise, nous renforce au niveau énergétique et nous confère une assurance, une confiance en nous qui nous permet de vivre avec une plus grande sérénité chaque instant de notre vie. Alors, quoi de plus légitime, de plus urgent dans ce quotidien de crise écologique et climatique, souligné avant moi, que nous traversons, que de nous interroger sur nos rapports au sol et sur la manière d'en prendre soin. Car l'avenir des sols et de leur biodiversité paraît pour l'heure bien sombre. Chaque heure, 11 hectares de sol disparaissent en Europe du fait de l'expansion urbaine. Les programmes de ces rencontres nous offrent donc l'occasion de faire l'autruche, mais à bon escient, pour une fois, c'est-à-dire de mettre la tête dans le sol pour voir de plus près ce qui s'y passe, d'opérer un renversement de l'attention. D'un point de vue scientifique, ces journées vont nous permettre de comprendre pourquoi il est si important de préserver la santé de nos sols. Mais aussi, je souhaiterais que cela soit une invitation à l'émerveillement. Car l'émerveillement mène au respect et le respect à l'action. Comme le dit d'ailleurs Mathieu Ricard dans son magnifique livre sur l'émerveillement que je vous conseille de consulter si vous ne le connaissez pas. Je poursuis en rappelant Socrate. Mon voisin a fait des citations, alors je fais pareil. Donc Socrate a dit « La sagesse commence dans l'émerveillement ». Henri Matisse, quant à lui, a souligné que regarder quelque chose comme si on ne l'avait jamais vu demande un grand courage. Il s'agit donc aujourd'hui, et pour chacun d'entre nous, de nous montrer courageux en regardant le sol avec un œil neuf, d'identifier les relations qui s'y nouent, de comprendre les mécanismes entre êtres vivants et leur milieu afin d'en prendre soin. Car un sol en bonne santé assure des fonctions essentielles pour produire notre alimentation, lutter contre le changement climatique, notamment en stockant, je crois, 2 à 3 fois plus de carbone que l'atmosphère, limiter les inondations, réduire les pollutions, etc. Toutes ces formidables services écosystémiques et fonctions sont intimement liées et donnent à voir un sol vivant et dynamique, essentiel à protéger pour l'humanité d'aujourd'hui et de demain. Le titre de ces rencontres, qui contient aujourd'hui un point d'exclamation, mais quand j'ai été sollicitée, le pré-programme, il y avait un point d'interrogation. Alors, le titre de ces rencontres est effectivement explicite, je dirais, le fait que le sol est avant tout un milieu vivant, mais nous interroge aussi. En sommes-nous conscients? Agissons-nous en conséquence? Ouvrons donc, aujourd'hui et demain, nos yeux et nos oreilles. Le sol, véritable capital naturel, est riche d'une biodiversité encore mal connue, bien que, j'espère ne pas me tromper, bien que le sol contienne plus d'un quart des espèces animales et végétales connues sur notre planète, je crois 40% de la biodiversité animale, et que 1 gramme de sol contient plus de 10 000 espèces de bactéries. Le champ d'émerveillement, d'exploration est donc vaste. Alors, Daniel,
là-bas. Daniel Sirug m'avait demandé de dire quelques mots sur les politiques publiques et leur application dans la région. Bon, c'est complexe. Bon, Stéphane a déjà abordé le fameux SRADET, donc je vais essayer de compléter mes propos, même si j'ai conscience que je suis déjà trop bavarde et que beaucoup de choses ont été dites. Alors plantons le décor quand même. En France, environ 10% des sols sont artificialisés. C'est-à-dire qu'ils ont connu une altération de leur fonction naturelle en raison d'activités humaines. Au cours de la dernière décennie, on estime que c'est entre 20 000 et 30 000 hectares qui ont été artificialisés chaque année en moyenne, principalement au détriment des surfaces agricoles, soulignons-le. Pour notre région, Bourgogne-Franche-Comté, les chiffres vont vous surprendre. Ah, je vous entends penser, notre région, elle n'est pas concernée, elle est faiblement artificialisée. Elle est plutôt rurale et offre des bons espaces agricoles, naturels, forestiers. Hein, pensez tout ça, je pense. Certes, mais rapporté au nombre d'habitants, l'artificialisation de notre région est importante. Je dirais même très importante. Nous sommes au 2e rang des régions les plus concernées avec le plus grand nombre de mètres carrés artificialisés par habitant. Surprenant, hein? Nous sommes à 1145 mètres carrés artificialisés par habitant, alors que la moyenne nationale, c'est 775 mètres carrés par habitant. Alors ainsi, pour faire vite, on peut dire que le rythme de l'artificialisation est déconnecté des dynamiques démographiques, économiques et donc des besoins en logement. C'est une autre logique. Il faut qu'on s'interroge d'ailleurs là-dessus. Le constat n'est pas une spécificité nationale. C'est pourquoi l'Union européenne s'est dotée d'une stratégie pour la protection des sols à l'horizon 2030. C'est demain, hein, 2030. Dont les déclinaisons législatives devraient permettre d'offrir un cadre juridique au sol à l'échelle de l'Union européenne, à l'instar de ce qui a été fait pour l'air, l'eau, l'environnement marin. Il s'agit bien de favoriser des sols vivants, sujet central de ces rencontres. Alors pour compléter les propos de Stéphane, c'est la loi climat et résilience du 22 août 2021 qui a fixé l'objectif de zéro artificialisation nette à l'horizon 2050. Une récente loi de cette année, hein, du 20 juillet 2023, vise à faciliter la mise en œuvre de ces objectifs et à renforcer aussi, ça a été dit par Stéphane, l'accompagnement des élus locaux pour l'atteinte, je dirais, de la sobriété foncière. Elle apporte certaines évolutions par rapport à la loi climat et résilience, notamment avec un report des délais pour permettre aux collectivités, j'en parle parce que je pense qu'il y a des élus dans la salle, d'intégrer les objectifs de sobriété foncière à la fois, dans l'ensemble des documents de planification. Donc, pour le SRADET, ça doit être fait avant le 22 novembre 2024. Pour les SCOT, cela doit être intégré avant le 22 février 2027. Et puis pour les PLUI ou les cartes communales, le délai a été repoussé au 22 février 2028. Je souligne aussi l'instauration par la loi à l'article 2 d'une conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols, présidée par l'exécutif régional. Donc cette conférence qui va être mise en place sera un lieu d'échange et d'association des acteurs des territoires, communes, intercommunalités, pour conduire cet exercice à l'échelle régionale pour atteindre la sobriété foncière. Alors, le cadre législatif contient également une incitation à porter des projets innovants de renaturation. Notamment parce que durant cette période-là des 10 années, on est en plein dedans, là, de 2021-2031, toutes les opérations ayant pour effet la transformation effective d'espaces urbanisés
en espace naturel ou en espace agricole ou en espace forestier peuvent être comptabilisés en déduction de la consommation d'espace. Et enfin, pour relier l'érosion de la biodiversité dont parlait Stéphane et la sobriété foncière, je soulignerai que la seconde mesure de la stratégie nationale pour la biodiversité 2030, qui devrait être publiée prochainement, concerne justement la lutte contre l'artificialisation des sols. Alors cette stratégie est accompagnée d'un levier financier important, le Fonds vert. Ainsi, pour notre région, quelques chiffres, cette année, le Fonds vert a été conséquent. 6,8 millions d'euros de mémoire attribués à des projets pour l'accompagnement de la SNB, 5,3 millions d'euros sur des mesures de renaturation. Alors, je ne peux que vous inviter, collectivités, associations, à déposer des dossiers ambitieux. Car préserver la biodiversité des sols agricoles ou forestiers, mais aussi réhabiliter les sols urbains, c'est améliorer la capacité de nos sociétés à faire face à l'avenir. Le riche programme de ces 2 jours, je n'en doute pas, va nous permettre de nous armer pour relever ces défis. Du coup, je m'arrête là.